Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous connaissez la formule, le temps passe vite. À Montargis, il a suspendu son vol depuis cette nuit du 29 juin 2023. Première d'une longue série d'émeutes après la mort de Naël, tué par un policier il y a un an, jour pour jour. Cette petite ville du Loiret, comme tant d'autres, va plonger alors dans le chaos et les destructions aveugles. Une soixantaine de commerces pillés et incendiés, la mairie saccagée. Europe 1 est donc retourné sur place, vous allez l'entendre. Les habitants n'ont rien oublié. Reportage Alexis de la Fléchère. Ravagé par les flammes, l'immeuble qui abritait la pharmacie au début de la principale artère commerçante de Montargis n'a toujours pas été remplacé. Chloé, une habitante, passe devant tous les jours. Ça fait bizarre d'avoir un trou à cet endroit-là alors qu'il y avait 2 bâtiments initialement. On est passé à autre chose, mais oui, c'était très violent et c'était traumatisant parce qu'il y avait quand même des feux partout, toutes les vitrines cassées dans la rue Dorée. La rue Dorée qui, aux grandes dames des commerçants comme Corinne, qui gère une boutique de prêt-à-porter, n'a pas encore retrouvé la fréquentation d'avant-émeute. Moi, j'ai des gens que ça fait un an qu'ils ne sont pas venus à Montargis. À cause de ça? À cause de ça, qu'ils ont une appréhension de tout ça, quoi. Sentiment d'insécurité que ressent encore Florence. Elle travaille à Montargis, mais évite d'y sortir le soir. Moi, le soir en ville, personnellement, très peu. Je vois pas vraiment de changement entre le avant et le après. Mais pour Benoît Dijon, le maire de la ville, la police a déjà beaucoup fait et la justice ira au bout de son travail. De nombreux voyous qui sont interdits de séjour à Montargis, il y en a qui ont été éloignés. On est très vigilants. Les réseaux sociaux sont étudiés. La justice est lente, mais n'oublie pas. Et pour le moment, une vingtaine de personnes ont été condamnées et plus de 200 autres sont toujours recherchées. Un reportage à Montargis, Alexis de la Fléchère, coût financier de ces 8 nuits d'émeute à l'échelle du territoire, 1 milliard d'euros. Le policier auteur du tir mortel reste mis en examen dans cette affaire, placé sous contrôle judiciaire après 4 mois de détention préventive. Son collègue a été placé sous statut de témoin assisté. À Nice, maintenant, les policiers viennent de démanteler un vaste réseau de trafic de drogue. Des armes lourdes, de l'argent en liquide et de la drogue. 13 personnes interpellées. Bilan d'une intervention menée mardi au terme d'une longue enquête. Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Sud-Est. Ce réseau était très structuré. Oui, l'enquête préliminaire ouverte en janvier dernier vise un réseau de vente de stupéfiants, réseau implanté dans plusieurs quartiers de Nice, notamment l'Ariane et les Liserons. Après de nombreuses investigations pour identifier les protagonistes, les circuits et les lieux susceptibles d'abriter des produits stupéfiants, les hommes de la police judiciaire de Nice, appuyés par le RAID, ont interpellé mardi 13 personnes et mené de nombreuses perquisitions. 42 kilos de résine de cannabis, 330 grammes de cocaïne, 735 grammes d'herbe, 40 000 euros, 12 armes, dont un fusil mitrailleur Kalachnikov, un pistolet mitrailleur Uzi ont été saisis, ainsi qu'un véhicule. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Plusieurs individus interrogés sont déjà connus pour des faits similaires. Ces interpellations interviennent dans un contexte à Nice où la lutte contre le trafic de drogue est devenue une priorité des autorités à la suite de fusillades et intimidations dans certains quartiers sensibles de la ville où les trafics prospèrent. Plusieurs opérations place nette et arrestations ont été menées ces dernières semaines. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Sud-Est. La campagne pour les élections législatives maintenant. Marine Le Pen met la pression sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, chef des armées, c'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. Déclaration au Télégramme de Brest, l'ex-candidate à la présidentielle prévient qu'en cas de majorité absolue, l'éventuel Premier ministre Jordan Bardella empêchera le président d'envoyer des soldats français en Ukraine. Voilà, ça demande un éclairage sur la Constitution française. Vous l'aurez tout à l'heure dans le journal de 8h. Qui veut prendre la place du président? Les Républicains se cherchent désespérément un chef. Un LR orphelin d'Éric Ciotti depuis son accord électoral avec le Rassemblement national. Ce ne sera pas Aurélien Pradier non plus. Il a claqué la porte d'un retentissant. Les Républicains sont morts. Les sondages lui donnent pour l'instant raison. 30 à 40 députés maximum dans la future Assemblée. La survie du parti est en jeu. Alexandre Chauveau. Depuis la scission à la tête des Républicains, le statu quo et le flou demeurent. D'un côté, Éric Ciotti, de l'autre, ses opposants où aucune figure n'émerge réellement. Chacun s'attache à faire campagne sur le terrain en s'appuyant bien souvent sur son ancrage local plutôt que sur l'étiquette LR. L'objectif, tout faire pour sauver son siège face à la vague du Rassemblement national. Le parti, miné depuis plusieurs années par des courants différents, fait aussi face à la multiplication des initiatives personnelles. Aurélien Pradier part ainsi sous sa propre bannière, suivi
sans doute par quelques députés sortants. Plusieurs dizaines de candidats aux législatives ont également préféré se rattacher à leur micro-parti plutôt qu'aux Républicains, privant LR d'une manne financière importante. Reste que dans ce désordre, certains veulent croire que la constance finira par payer. En cas de majorité absolue pour Jordan Bardella le 7 juillet, plusieurs cadres parient ainsi sur son échec à Matignon et un retour des électeurs vers une droite dite de gouvernement. Manque à ce stade un élément clé, une incarnation forte qui peine aujourd'hui à émerger. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À 7h06 sur Europe 1 aux États-Unis, plus que quelques heures d'attente avant le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Et point commun entre ces deux candidats à la présidentielle de novembre prochain, ils ne sont pas encore officiellement investis. On pourrait aussi en trouver un autre. Leur âge, 81 ans pour le démocrate, 78 ans pour le républicain. Duel prévu la nuit prochaine sur CNN. Qu'en pensent les Américains? Reportage à Los Angeles, Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Assis à la terrasse d'un café, Tom explique à qui veut l'entendre que les États-Unis sont le plus beau pays du monde et ce vétéran du Vietnam se réjouit du débat présidentiel. Il y aura autant de gens qui regarderont le débat que pour le Super Bowl. À 2 tables de là, Rosa, une latina de 72 ans, est bien plus sceptique. Je ne pense pas que discuter de ce qui a un impact sérieux sur la vie des gens soit quelque chose qui relève du divertissement, comme si c'était une course de chevaux. Un cirque médiatique, c'est comme ça qu'Abby et Nicolas, venus d'Arizona pour fêter l'anniversaire de leur fils adolescent, voient ce débat. Elle ne votera pas en novembre, lui est plutôt trumpiste par défaut. Biden ressemble à un corps qu'on aurait juste placé là, comme une marionnette avec une main dans son dos pour le faire parler. Au moins, Trump, il a un peu de vigueur. L'âge des candidats, un obstacle pour Marco, 24 ans, qui ne regardera pas le débat. Ce pays a été fondé sur des idées nouvelles. On devrait avoir une limite d'âge. À Los Angeles, Aviva Fried d'Europe 1. Au Proche-Orient, l'ONU attentif au risque d'escalade entre Israël et le Hezbollah libanais. Conflit potentiellement apocalyptique, dit l'agence. Nouveau bombardement de l'aviation israélienne cette nuit sur le sud Liban. Le ministre de la Défense israélien assure ne pas vouloir d'une guerre, mais se tient prêt à infliger d'énormes dégâts dans ce cas. Et à moins d'un mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Europe 1 a visité le camp d'hébergement des militaires qui seront chargés de la sécurité de l'événement. Et une majeure partie sera logée dans le 12e arrondissement de Paris, près du bois de Vincennes, 30 000 m², prêts à accueillir 4 500 soldats. Reportage en forme de visite guidée, Antoine Bienvaux. Sous le soleil de plomb de l'Est parisien, le général Éric Chassebeuf, tenue militaire et bottes noires parfaitement nettoyées, déambule dans les larges allées du camp. Devant lui se dressent à perte de vue les 300 habitations qui accueilleront ces hommes pendant les Jeux Olympiques. Chaque soldat dispose d'un lit de camp et d'une chaise. Chaque soldat dispose de 6 m² d'espace pour lui, mais dans une chambrée de 16 à 19. Dans le camp que l'on pourrait comparer à une mini-ville construit en 65 jours seulement, tout a été prévu pour garder le moral des troupes au plus haut, notamment chez les jeunes soldats. Le jeune soldat, quand il rentre de sa patrouille, il sort son téléphone portable et pour être sûr que ça soit possible, on a densifié l'offre Wi-Fi sur tout le camp de manière à ce que la connexion soit parfaite. Si la très large majorité des installations sont désormais prêtes, les ouvriers s'attachent maintenant à fignoler les derniers détails, notamment l'installation des douches, primordiale aux yeux du général. La première chose qu'on fait quand on rentre de patrouille, c'est qu'on prend une douche. Une douche à la bonne température, fermée, etc. pour vraiment se délasser, c'est essentiel. Les militaires pourront également compter sur un service de laverie et sur un restaurant capable d'accueillir 2100 personnes simultanément. Un reportage Antoine Bienvaux. Les sports, le championnat d'Europe de football, ce sera France-Belgique en 8e de finale lundi soir, match à 18h à suivre en fil rouge sur Europe 1. Et puis folle soirée pour le basket français aux États-Unis. Zachary Rizaché et Alexandre Sarr sélectionnés aux 2 premières places de la draft, marché intérieur et porte d'entrée pour tout joueur qui rêve de NBA. C'est quand même pas mal. Ah oui, non, les Français décidément devant les Américains pour la 2e année consécutive en NBA. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09.